Pour rendre le climat de l'Afrique du Nord plus favorable à son développement agricole et économique, l'ingénieur de Chalère parviendra-t-il à mettre en œuvre les travaux de réalisation d'une mer saharienne ? La nuit est en train de tomber sur l'oasis de Gabès, en Tunisie. Un homme et sa mère s'approchent avec précaution afin de ne pas être aperçus. L'homme est un vigoureux Touareg du nom de Sohar. Sa mère, Djemma, est une africaine Touareg ayant dépassé sa 60e année. Grande, forte, la taille droite, l'attitude énergique. De ses yeux bleus, comme ceux des femmes de même origine, s'échappait un regard dont l'ardeur égalait la fierté. Djemma est venue pour participer à la libération de son autre fils, Adjar, un redoutable chef touareg emprisonné par les soldats français à la suite d'un combat. C'est précisément à l'oasis de Gabès que le chef touareg Adjar est enfermé. Son transfert pour un procès militaire est imminent et sa condamnation à mort inéluctable. « Adjar, Adjar !» murmura la vieille mère, et toute frémissante alors de colère et de douleur. « Mon fils !» s'écria-t-elle. « Ces Roumis le tueront et je ne le verrai plus, et il ne sera plus là pour entraîner les Touaregs à la guerre sainte. Non, non, Allah ne le permettra pas. » Grâce à l'audace de deux compagnons, le chef Touareg est délivré durant la nuit. 3 chevaux les attendent, prêts à s'élancer sous l'éperon de leurs cavaliers. « Viens !» avait dit Djemma en revoyant son fils, et elle ne prononça qu'un seul mot, « Va !» dit-elle en tendant la main vers les sombres régions du Djerid. Ce n'était pas sans raison que Adjar avait acquis une réelle influence sur ces Touaregs nomades du Touat et du Sahara. Son audace égalait son intelligence. Ses qualités, il les tenait de sa mère, comme tous ces Touaregs qui suivent le sang maternel. Toute l'énergie de Djemma se retrouvait en ses fils, toujours restés près d'elle depuis 20 années de veuvage. Sous son influence, Adjar avait acquis les qualités d'un apôtre, dont il avait la belle figure à barbe noire, les yeux ardents, l'attitude résolue. Aussi, à sa voix, les tribus étaient prêtes à le suivre dans un combat contre l'occupant français. Et précisément, un projet porté par un ingénieur français mobilisait alors tous les ressentiments de ces peuples contre la France. Cet ingénieur, M. de Chalère, donne alors justement, devant une assistance nombreuse de la nouvelle salle du casino de Gabès, une conférence sur le projet dont il va être question. Toutefois, si l'auditoire était en partie acquis d'avance, quelques indigènes mêlés à ce public semblaient garder une réserve prudente. C'est que, en effet, le projet dont M. de Chaleur se préparait à faire l'historique n'était point vu d'un bon œil par les tribus sédentaires ou nomades du Djerid. Le projet, considérable, est de créer une mer nouvelle. Grâce à des travaux de canalisation, l'idée est de provoquer une invasion de la mer Méditerranée dans le Sahara et ainsi de former la mer saharienne. Monsieur de Chalère résuma les avantages qui devraient résulter de cette œuvre gigantesque. Le climat de l'Algérie et de la Tunisie serait amélioré. Les nuages, formés par les vapeurs de la nouvelle mer, se résoudraient en effet en pluie bienfaisante sur toute la région au profit de son rendement agricole. Des flottilles de navires marchands pourront commercer avec les différents points des nouvelles côtes. Des troupes militaires pourront plus facilement être transportées, assurant la tranquillité et accroissant l'influence française en cette partie de l'Afrique. Ce projet de mer intérieure, comme l'explique M. de Chalère, est dans la continuité d'un projet plus ancien, réel, celui-ci mené dans les années 1870 par le capitaine Rouder. Ce dernier était un officier géodésien qui mena un vaste travail de cartographie de l'Algérie, alors colonie française, dans les années 1860. C'est ainsi qu'il découvrit que la région des Chots était au-dessous du niveau de la mer.
Convaincu que cette vaste partie du désert avait été autrefois une mer, le capitaine Rouder proposa d'y ramener les eaux de la Méditerranée grâce à un canal. Le célèbre ingénieur Ferdinand de Lesseps, auréolé de la création du canal de Suez, soutint le projet. Le chantier, qui avait bien avancé, ne put alors aboutir à l'époque. Mais c'est sur la base de ces premiers travaux que M. de Chaleur, le personnage de Jules Verne, veut s'appuyer grâce à l'engagement financier d'une importante société nouvelle, la Société française de la mer saharienne. Avant de commencer le travail, M. de Chaleur tenait à vérifier par lui-même ce qui restait des anciens travaux menés par le capitaine Rouder. Il va de soi que l'expédition, organisée par l'ingénieur en chef de la Société française de la mer saharienne, ne s'accomplirait pas sans la protection d'une escorte militaire commandée par le capitaine Hardigan. La région n'était pas sûre, surtout depuis l'évasion du chef touareg Hadjar. De plus, les motifs de mécontentement étaient nombreux dans la population face à ce chantier. De quel droit prêchaient les marabouts? Ces étrangers veulent-ils changer en mer nos oasis et nos plaines? Ce que la nature a fait, pourquoi prétendent-ils le défaire? La Méditerranée n'est-elle pas assez vaste? Que les Roumis y naviguent tant qu'ils voudront, si tel est leur bon plaisir. Nous sommes des gens de terre, et notre Djéride est destiné au parcours des kafilas et non des navires. Il faut avoir anéanti ces étrangers avant qu'ils aient noyé le pays qui nous appartient, le pays de nos ancêtres, par l'invasion de la mer. Au sein même de l'expédition de l'ingénieur de Chaleur, les avis divergent d'ailleurs. Lorsque le capitaine Hardigan parle du charme du désert, l'ingénieur réplique « Oui, si toutefois l'abandon et le vide peuvent charmer, un esprit comme le vôtre, non, sans doute, répondit le capitaine Hardigan. Mais qui sait si les vieux et fidèles admirateurs de la nature n'auront pas lieu de regretter ces transformations que le genre humain lui impose. Et l'on peut tenir pour certain que pendant les quelques semaines de leur voyage à travers le Djéride, l'ingénieur et l'officier ne verraient point les choses sous le même angle, mais ils n'en seraient pas moins bons amis. Jules Verne nous décrit notamment l'exceptionnelle qualité des dattes produites dans cette région, particulièrement aux environs de Tozeur. C'est la grande richesse du pays, affirme-t-il. C'est ce qui attire de nombreuses caravanes, lesquelles, après avoir apporté des laines, de la gomme, de l'orge et du blé, remportent des milliers de sacs du précieux fruit. Mais avec le changement de climat provoqué par la création de cette mer saharienne, que deviendront ces productions ? Les dattes ne perdraient-elles pas leurs excellentes qualités? L'expédition de l'ingénieur de Chaleur confirme aussi rapidement combien la région est peu sûre. Alors qu'ils sont arrêtés sur un plateau de dunes, ils entendent soudain des coups de feu et découvrent qu'une caravane de marchands arabes est attaquée par une troupe de pillards. N'écoutant que leur devoir, le capitaine Hardigan et ses hommes se jettent dans la bataille. Mais les pillards, qui n'avaient probablement pas le courage de tenir tête à ce peloton d'uniformes connus, s'enfuirent aussitôt. Enfin, après des jours de marche dans le désert, notre caravane arrive à l'un des chantiers les plus importants réalisés du temps du capitaine Rouder et baptisé le kilomètre 347. Quelles furent la surprise, la stupéfaction de l'ingénieur et de ses compagnons en voyant le chantier bouleversé, la tranchée comblée en partie, tout passage fermé par un barrage de sable. L'ingénieur, ne pouvant en croire ses yeux, contemplait mélancoliquement tout ce désastre. C'est certain, des troupes de nomades étaient responsables de ce bouleversement. Les déconvenues de l'ingénieur sont loin d'être terminées. Un groupe de Touaregs, après avoir rampé le long de la lisière de l'oasis, bondit sur le campement de l'expédition. L'ingénieur, le capitaine et ses hommes sont capturés avant d'avoir pu se défendre. Ils sont emmenés dans une autre oasis située à plusieurs jours de marche, celle de Zenfing, précisément le repère du chef touareg Hadjar. C'était à l'oasis de Zenfig que la race touareg s'était conservée dans sa pureté originelle, écrit Jules Verne.
Là, les coutumes, les mœurs n'avaient subi aucune altération. Des hommes d'un beau type, physionomie grave, attitude fière, marche lente, empreinte de dignité. Les femmes, d'un type superbe, yeux bleus, vont la face libre et ne la voilent jamais si ce n'est devant les étrangers par respect. C'est donc dans cette oasis de Zenfig que les membres de notre expédition se trouvent enfermés. Maintenant, quelles étaient les intentions de Hadjar à l'égard de ses prisonniers? Toutefois, l'ingénieur et ses compagnons arriveront à s'échapper grâce à la complicité du chien de l'un de nos militaires français. Ils vont fuir dans le désert pour tenter de rejoindre des secours. Ils n'ont cependant pas de vivres, aucune arme. Le risque d'être retrouvés par les hommes de Hadjar est grand au milieu de ces étendues désertiques. La marche est pénible, dangereuse, du fait de l'existence de nombreux sables mouvants. La situation devient progressivement désespérée. Les fugitifs ne peuvent plus avancer sans risquer de s'enliser. Ils rampent sur le sable, les uns près des autres. Ils finissent par se réfugier au sommet d'une butte. C'est alors qu'une nuit, des rumeurs lointaines se firent entendre. Un roulement se propagea à travers le sol. Un extraordinaire phénomène sismique était en train de se produire. Comment se termine cette aventure? Je puis vous révéler que les membres de notre expédition arriveront à échapper au redoutable Hadjar et à ses hommes. Toutefois, l'ingénieur de Chaleur, même s'il finit par triompher des tribus Touareg et assiste à la création de la mer saharienne, il n'aura finalement fait que subir sans aucune maîtrise toute une succession d'événements. Comme vous pourrez le constater en découvrant par vous-même ce roman, le dernier voyage extraordinaire corrigé par Jules Verne avant sa mort, cet ingénieur, comme d'autres personnages du cycle, se retrouve totalement impuissant face aux forces de la nature. Et nous sommes ici bien loin des héros imaginés par Jules Verne auparavant, tels l'ingénieur Cyrus Smith dans L'île mystérieuse ou le capitaine Nemo.